Vous produisez ici? Dans ces 4 cages, on a 500 tonnes de poissons. Cela fait environ 2000 tonnes en tout. Dans les élevages industriels, la densité est 2 fois supérieure à celle du biologique. En discutant avec Peur, nous découvrons un autre problème. L'alimentation des saumons est composée de granulés fabriqués avec des huiles et des farines de poissons sauvages. Comme les poissons de la plupart des mers du globe sont contaminés par les PCB et les dioxines, la nourriture des poissons d'élevage, même en bio, contient ces produits toxiques. Les poissons de la mer Baltique, de la mer du Nord et même de la mer de Barents ont des niveaux très élevés de PCB et de dioxines. Il est possible aujourd'hui de nettoyer les huiles et les farines extraites de ces poissons, mais pour l'instant, ce n'est pas fait à grande échelle. Il y a des discussions scientifiques sur le fait que si l'on nettoie ces huiles, on risque aussi de retirer des bonnes choses. La recherche avance, il est possible de le faire, nous l'avons déjà fait, mais c'est un véritable challenge que d'arriver à obtenir dans un futur proche de l'huile et de la farine sans produits toxiques. Pourquoi les fabricants refusent de le faire pour l'instant? Pourquoi elles ne le font pas? Je pense que c'est à cause du coût. Le but est de produire le moins cher possible. Donc, le risque est grand que, même bio, le saumon contienne du PCB et des dioxines. Voilà qui expliquerait peut-être pourquoi on en a retrouvé dans le sang de notre journaliste. Nous avons cherché à en savoir plus sur les contrôles réalisés sur ces produits. Mais une fois encore, les instances de sécurité sanitaire françaises ont refusé de nous répondre. Pourtant, ce problème n'est pas nouveau. Les PCB retrouvés dans ces poissons sont le résultat de plus de 40 ans de pratiques industrielles. Durant cette période, 1 milliard de tonnes de PCB, ainsi que des métaux lourds et des dioxines ont été rejetés dans les rivières et les océans. Aujourd'hui encore, notre environnement reste largement contaminé. Le problème, c'est qu'on a contaminé tout l'ensemble de notre ressource de poissons sur la planète. Et ce qui est important, c'est que plus les poissons sont gros, le thon par exemple, qui est encore beaucoup plus gros que le saumon, l'espadon, le requin, plus le poisson est gros et plus il accumule sur la durée de toute sa vie l'ensemble de ces contaminants. Si vous prenez du thon, vous ne pouvez pas trouver à l'heure actuelle à travers le monde, des thons qui sont en dessous de 1 mg, ce n'est pas des microgrammes, 1 mg de mercure par kilo de poids frais. Et très souvent, ça monte à 2, 3, 4 mg. Et ça passe à travers tous les contrôles. En Suède, le ministère de la Santé préconise pour les femmes qui sont enceintes ou qui vont le devenir de ne pas consommer plus d'1 fois par mois, c'est pas par semaine, 1 fois par mois, ces poissons prédateurs. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit sur ce point-là, parce que de toutes les études à ce jour montrent que les femmes qui consomment plus de poissons pendant leur grossesse ont des enfants qui sont dans l'ensemble meilleur poids de naissance, en meilleure santé, un meilleur système immunitaire, moins d'asthme, moins de diabète et des QI qui vont jusqu'à 7 points supplémentaires de QI à l'âge de 4 ou 5 ans, simplement parce qu'ils ont eu assez d'oméga 3 pendant la grossesse. Si on se mettait à arrêter complètement le poisson pendant la grossesse pour éviter le mercure et le PCB, qu'il faut éviter, c'est vrai, on tombe dans l'extrême inverse. C'est pour ça que les médecins qui pratiquent la nutrition comme nous ont tendance à recommander les petits poissons, les sardines, les anchois, les entiers, les maquereaux et le saumon de temps en temps. Le thon commence à être un poisson qu'on ne peut presque plus recommander. Il faut bien comprendre que ces dioxines, ces PCB, etc., sont ce qu'on appelle lipophiles, c'est-à-dire s'accumulent dans les graisses. Et elles restent. Ça ne s'élimine pas comme ça. Donc ça reste. Pour ne rien dire du fait que ce n'est pas un produit que nous allons accumuler. Nous ne sommes pas exposés à un seul produit à la fois tout au long de notre vie. Nous sommes exposés à des dizaines, des centaines de produits, dont beaucoup restent effectivement, surtout dans nos tissus adipeux. Et donc là, on ne peut pas dire que même si chaque produit était à la dose légal, il n'y aura pas d'effet de cette accumulation à des produits multiples. Il y a une espèce d'effet cocktail finalement de tous ces produits. Et en fait, le vrai problème, c'est que tous ces produits, eh bien, ils arrivent dans l'alimentation ensemble. L'organisme ne trie rien.
L'une des découvertes majeures de notre enquête, c'est l'omniprésence de la chimie dans notre assiette. Les saumons, les porcs, les pommes, tous ces aliments naturels contiennent des substances toxiques. Qu'en est-il des produits transformés par l'industrie agroalimentaire? Dans le TGV pour Paris, nous achetons un déjeuner au wagon-restaurant. Un geste banal pour la plupart des voyageurs, mais pas pour nous, qui traquons désormais sans relâche la malbouffe. Nous remarquons avec amusement que toutes les filières de l'enquête que nous menons depuis plusieurs mois sont rassemblées en un seul repas. L'effet cocktail est là, devant nous. Du pain, de la viande, du poisson, des légumes, des fruits. Nous connaissons maintenant bien ces produits, nous savons ce qu'ils cachent. Mais ils réservent encore de belles quelques intrus. Une ribambelle de E. Des correcteurs d'acidité, des acidifiants, des émulsifiants, des colorants, des antioxygènes, des épaississants, des gélifiants, des stabilisants, des conservateurs. Au final, 18 additifs dans le sandwich, 12 dans le cake, du mauvais gras et du sucre en surdose. On pourrait presque regretter d'avoir appris à lire une étiquette. Si tout plat préparé et dessert industriel pris au hasard contient autant de produits chimiques, comment faire ses courses l'esprit tranquille? Et le goûter des enfants. Brioche, petit pain, gâteau, pâte à tartiner consommés en quantité vertigineuse. Autant de gâteries grasses et sucrées que nous proposons quotidiennement à nos bambins. Alors, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu? Ça, c'est un petit peu un florilège de tout ce qu'on donne à nos enfants au goûter. C'est pas la peine d'aller produit par produit. Il y a plus de 90% des produits actuellement proposés aux consommateurs en France qui sont déséquilibrés sur le plan nutritionnel. Hein. Plus de 90%. Donc autrement dit, ça veut dire que tous les produits qu'il y a ici sur cette table sont déséquilibrés sur un plan nutritionnel. Et c'est l'offre globale et le fait qu'il n'y ait pas d'alternative qui soit donnée de toute façon aux consommateurs actuellement hein, pour se nourrir convenablement. C'est pratiquement impossible, on va dire. Donc. Et qu'est-ce qu'on prend à goûter alors pour les enfants? Du pain avec un peu de chocolat noir. Et des fruits. Et une pomme ou une banane ou une poire. Et Nutella? Et Nutella, on prend ou on prend pas? C'est très 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 chargé en sucre. Donc on prend pas? Pas mon choix. Très énergétique. David Servan-Schreiber, on mange plus de sucre aujourd'hui qu'on en mangeait il y a quelques années? Ça, c'est extraordinaire. On a des données précises là-dessus. Au 19e siècle, on consommait 5 kilos de sucre raffiné par personne et par an. 5 kilos. À la fin du XXe siècle, en 2000, en France, on était à 37,5 kilos de sucre raffiné par personne et par an. On se demande même par où passent ces 37,5 kilos. Si vous êtes 4 dans la maison, ça fait 140 kilos de sucre blanc qui passe. Donc tous ces produits-là, ça participe aux 37 kilos qu'on mange? Évidemment. Le pire sont les boissons sucrées. C'est-à-dire que si vous mettez 3 sucres dans votre café ou dans une tasse de thé, vous dites j'exagère un peu. Dans une canette de Coca-Cola, il y en a 12 morceaux de sucre. Je crois qu'il faut laisser tomber tout ça. Vous auriez pu rajouter aussi ici les céréales petit déjeuner, hein, tout ça, c'est pas bon à la santé. Alors, en prendre de temps en temps, oui, mais en prendre tous les jours, par exemple, en sortant de l'école, ou truc comme ça, ce n'est pas bon du tout. Qu'est-ce qu'on risque alors à en prendre tous les jours? Ce qu'on risque, c'est de développer à 30 ans, 40 ans, 50 ans, une hypercholestérolémie, hein, un diabète, une obésité, un surpoids, après une maladie cardiovasculaire qui va avec, infarctus, AVC, certains types de cancers. Et puis voilà, donc une santé qui va se dégrader très rapidement et qui va être dramatique à être vécue. Hein. Conséquence directe de cette nourriture industrielle, l'obésité. Il y aurait 6,5 millions d'adultes obèses en France, 2 fois plus qu'il y a 12 ans. Plus grave encore, l'obésité infantile sévère s'est accrue de 300% en 15 ans. Or, cette maladie a des conséquences graves sur notre santé. Le professeur Marmuse est spécialiste de la chirurgie digestive à l'hôpital Bichat à Paris. Toutes les pathologies qui peuvent survenir, les principales, enfin, on peut les classer schématiquement en 2 groupes. Il y a celles qui vont mettre votre vie en danger. Alors c'est toutes les pathologies cardiovasculaires, hein, c'est l'athérosclérose, l'insuffisance cardiaque, le risque d'infarctus, le risque d'accidents vasculaires cérébraux. C'est le diabète, qui est quand même extrêmement fréquemment associé à l'obésité, dont on sait que c'est le plus grand pourvoyeur d'obésité et d'insuffisance rénale terminale. Et bon, voilà, c'est essentiellement les maladies métaboliques et les maladies cardiovasculaires. Et puis vous avez toutes les pathologies qui ne vont pas mettre votre vie en danger,
mais qui vont vous pourrir la vie. C'est-à-dire toutes les pathologies articulaires, vous n'allez plus pouvoir marcher, avec des problèmes dans les genoux, il va falloir vous mettre des prothèses. D'après certaines études, l'obésité diminuerait l'espérance de vie de 10 ans. Je suis encore jeune, bien sûr. J'ai encore jamais eu de problème de genoux, mais j'entends les gens qui disaient mal aux genoux. J'avais du mal à monter les marches quand même. Et puis au niveau du cœur, mon père est décédé d'une crise cardiaque à 47 ans. Donc c'est là qu'on a décidé de me prendre en main. Je commence à avoir des problèmes de santé au niveau des articulations de cheville du genou. Du coup, je me fais suivre pour perdre du poids, quoi. Parce que j'ai quand même presque 80 kilos à perdre. Et à 30 ans, c'est un peu dommage, quoi. Monter des escaliers et être essoufflé à la longue, c'est énervant. Et ensuite, reprendre son souffle, le cœur qui s'emballe pendant au moins 10 minutes. Donc là, j'ai 30 ans, bientôt 30. C'est que le début, donc si je continue dans ce rythme-là, qu'est-ce que je vais être à 50 ans ? Sommes-nous tous égaux face à l'obésité? Bien s'alimenter coûte souvent plus cher et les plus démunis se tournent vers des aliments riches en calories, mais pauvres en nutriments. Du sucre, des graisses et de l'énergie à bas prix. Nous rencontrons Serge Erkberg, directeur de l'unité de surveillance et d'épidémiologie nutritionnelle de l'INSERM. Il préside également le programme national Nutrition Santé qui a pour objectif d'améliorer la santé des Français en leur donnant des conseils pour manger sainement. Est-ce qu'il y a une fracture alimentaire aujourd'hui en France? C'est indéniable. On voit aujourd'hui une fracture alimentaire, une fracture nutritionnelle avec des populations plus favorisées qui aujourd'hui améliorent la qualité de leur alimentation, qui améliorent leur activité physique et qui améliorent leur état nutritionnel, alors que dans les populations défavorisées, les problématiques restent extrêmement importantes et l'écart se creuse. Et si vous regardez par exemple la problématique de l'obésité de l'enfant, on a beaucoup d'études maintenant en France qui montrent que chez les enfants des classes sociales les plus favorisées, comme chez leurs parents, on voit se stabiliser ce qui était l'épidémie d'obésité. Aujourd'hui, elle se stabilise, voire même elle diminue dans les populations les plus favorisées, alors qu'elle augmente encore de façon considérable si vous faites les mêmes études dans des zones d'éducation prioritaire, dans des collèges, dans des écoles de zones plus défavorisées. On a 2 fois plus chez l'adulte et parfois 3 fois plus chez l'enfant d'obèse ou de surpoids dans les populations défavorisées. Au terme de notre enquête, nous retrouvons à son bureau notre expert, David Servan-Schreiber. David travaille à mi-temps aux États-Unis. Pour nous aider à visualiser les ravages de l'obésité, il nous présente un document rapporté d'Amérique du Nord. Il n'y a absolument aucun doute qu'aujourd'hui nous sommes face à une épidémie d'obésité, comme nous avons aussi d'ailleurs une épidémie de cancer, et d'ailleurs l'obésité est un des principaux facteurs de risque du cancer. Je peux vous montrer une carte impressionnante de l'évolution de l'obésité aux États-Unis. Je vais vous montrer qu'au début des années 80, ce qui est incroyable, c'est qu'aux États-Unis, les gens étaient normaux. J'ai vu des gens qui avaient une morphologie normale. Vous voyez ici la carte de l'obésité. On ne parle pas juste de surpoids, on parle d'obésité, c'est-à-dire des gens qui sont d'obésité morbide, qui ont du mal à marcher, qui ont des troubles médicaux liés à leur surpoids imposant. On voit ici la carte américaine de tous les États des États-Unis. Au fur et à mesure des années, vous allez voir les années défiler et vous allez voir des couleurs apparaître comme le orange, avec 25% des gens qui ont une obésité morbide, jusqu'au rouge où on est à plus de 30% des gens, plus d'une personne sur 3 en obésité morbide. Des choses qui sont inconcevables. Et sur une période de temps extrêmement courte. Voilà à quoi ça ressemble. 85, 87, 89. 91, 93, 95, 97, 2000, on est à 20% d'obésité. 2001, les premiers États avec 25%. 2002, 2003, 2004, 2005, premiers États avec 30% d'obésité. 2006 et 2007. Donc sur une période de 22 ans, vous voyez simplement une explosion du phénomène d'obésité aux États-Unis. Où en sommes-nous en France? Nous sommes au début de cette courbe. Il nous appartient de faire en sorte d'éviter de tomber dans cette épidémie. Et je vous rappelle que l'obésité, c'est un des principaux facteurs de risque pour le cancer. Dans ce que vous venez de voir là, avec 10 ans d'écart, parce qu'il faut au moins entre 10, 20, peut-être 30 ans entre l'obésité, le développement de l'obésité et le développement du cancer, c'est potentiellement la carte du cancer dans 30 ans.